Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit projet qui va m'occuper pendant mes vacances. Et dans l'optique de m'améliorer en figurine, je me suis lancé un petit défi, c'est de réaliser une petite vignette à travers un soldat allemand qu'on appelle le Pionnier et un engin de démolition, le Goliath. Lors de la dernière exposition dans l'Est, avec l'association des figurinistes du Kochersberg, j'ai eu l'occasion d'acquérir et de découvrir de nouvelles techniques qui m'ont aidé à m'améliorer et j'avais envie de mettre tout ça en pratique. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour à l'atelier pour que je vous présente le projet avant qu'on attaque tout ça. La figurine vient de chez Redoc. C'est une marque que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'exposition de Bron. Elle est très appréciée et connue par les avionneux, avec une très belle gamme et un catalogue très large. On retrouve principalement du militaire, du civil, allant de la première guerre jusqu'au moderne avec différentes échelles. Il propose que quelques modèles de soldats allemands, notamment ce Pionnier qui m'a beaucoup séduit par son originalité et la multitude de détails. La figurine est en impression 3D de belle qualité, la finition est magnifique, les plis des vêtements sont très bien restitués, pareil pour le visage, il n'y a pas du tout de stries et de bulles, et les attaches sont très bien pensées et adaptées pour limiter au minimum. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien de son site internet dans la description de la vidéo. Pour le Goliath, je trouve que celui de chez Tamiya Dragon sont un peu dépassés, et j'ai pas trouvé de fichier pour l'imprimer moi-même assez convaincant. Et c'est en fouillant sur ScaleMates que j'ai découvert cette marque Heavy Hobby qui propose plusieurs modèles du véhicule en impression 3D, dont notamment celui-ci avec les trappes et les capots ouverts pour voir toute la partie motorisation, batterie électrique, qui est très bien restituée et qui va donner une touche d'originalité supplémentaire à mon projet. La vignette va reposer sur ce socle en bois qu'on retrouve chez différents revendeurs de maquettes. Il en existe de différentes tailles et de différentes formes. J'ai pris celui-ci qui est suffisamment grand pour accueillir le soldat et le véhicule, avec un petit décor ambiance urbaine et un peu de végétation. Pour ce projet, je vais m'aider un peu de documentation avec ce livre de chez Waffen Arsenal, qui est l'équivalent des Squadron Signal mais en allemand, et qui propose pas mal de photos intéressantes du Goliath, avec des situations au combat, des exercices d'entraînement et des photos d'engins capturés par les Alliés. Pour les uniformes, je vais m'aider de ce livre que j'ai trouvé dans un musée en Normandie sur les soldats allemands pour avoir une notion des couleurs sur les uniformes et je compléterai également avec différentes informations trouvées sur des sites internet. Je commence par la maquette du Goliath. Alors pour ceux qui découvrent l'univers de l'impression 3D, je vous recommande fortement la vidéo de mon ami Didier Lefebvre de Plastinrim qui fait une excellente introduction sur le sujet avec de très bons conseils pour ceux qui souhaitent s'initier à cette nouvelle discipline. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Pour dégrapper les pièces, je commence par retirer la cage qui sert à protéger la maquette dans le carton et éviter que les pièces soient endommagées pendant le transport. Une idée très ingénieuse et bien pensée de la part de l'auteur. On voit souvent des personnes sur des vidéos, essentiellement sur les réseaux sociaux, arracher les pièces de leur support. Je vous déconseille fortement de procéder comme ça, surtout pour les petites pièces fragiles, car à coup sûr elles vont casser. Personnellement, je commence par découper avec une pince coupante la base des supports sur les parties les plus accessibles. Pour les parties les plus difficiles d'accès, j'utilise une lame de scalpel neuve en procédant doucement et avec la plus grande des attentions, et je vous conseille vraiment de prendre votre temps sur cette étape pour éviter d'avoir de la casse. Un exemple sur la partie la plus sensible, le pare-choc, j'ai d'abord coupé avec une pince coupante au plus proche de la pièce. Une fois de plus, la pince de chez DI Speyeri est très pratique car elle a la capacité de faire des découpes nettes et précises. Il arrive souvent avec les objets en impression 3D qu'en fonction de l'inclinaison des pièces, il y a l'apparition de stries comme sur le capot latéral. On peut le poncer comme de la matière plastique, il faut juste penser à vous protéger avec un masque car la poussière de résine n'est pas bonne pour la santé et utiliser du papier de verre ou une cale à poncer avec des grains très fins en travaillant avec des gestes légers et maîtrisés pour ne pas déraper ou effacer d'autres détails. Vous voyez sur cette pièce une partie qui a été traitée et une autre pas encore faite pour vous montrer la différence. Forcément, dans certains cas de figure, on n'a pas trop le choix et certains détails vont être malheureusement effacés, mais peuvent être faits facilement. Un exemple sur les rivets, j'en possède toujours en stock et c'est très facile à refaire sur une maquette. Sur l'emballage, on peut remarquer qu'il y a une télécommande. Petite déception, elle n'est pas du tout dans la maquette. Je pense que l'auteur avait bien l'idée de la faire, mais n'est pas allé jusqu'au bout et c'est bien dommage. Je décide de la créer en scratch avec des pièces de ma boîte à Rabio en me basant sur des photographies d'engins survivants. Une dernière modification, c'est le câble qui permet de télécommander à distance le véhicule et qui est enroulé autour du tambour. J'utilise des brins très fins issus d'un câble électrique que je torsade avec un porte-forêt qui est très pratique pour ce genre de réalisation. Je n'ai plus qu'à le coller avec de la colle cyano et de l'enrouler convenablement jusqu'à obtenir la bonne longueur. Au final, il m'a fallu quand même quelques heures pour assembler le petit véhicule entre le dégrapage, le ponçage et la modification. On obtient aussi un ensemble très convaincant avec un très bon niveau de détail. Malgré que ce soit un petit véhicule, je vais le faire à l'aérographe. Je commence la peinture par une couche d'après fer oxydé que j'applique sur l'ensemble du modèle.
Pour les parties intérieures qui vont rester en évidence, je passe une couleur Rod Brown qui correspond à la couleur rouge anti-rouille utilisée dans les usines lors de la fabrication du Goliath. Ensuite, j'utilise du putty de masquage pour protéger ma peinture. Je remplis les espaces intérieurs. L'avantage, c'est que le produit, sous l'effet de son propre poids et de la gravité, comble parfaitement et efficacement les compartiments. Puis je referme avec les trappes sans avoir besoin de les coller temporairement, l'adhérence du putty suffit largement. Sur la base d'une couche de vernis mat, j'applique un fluide de shipping de chez VMS. Je vous conseille de toujours passer 2 couches en laissant bien le temps de sécher la première avant d'appliquer la suivante. La couleur de base est le jaune allemand, Dunkelgelb, que j'applique par plusieurs voiles successives pour préserver les détails. J'essaye aussi au maximum de ne pas recouvrir les chenilles qui seront peints et patinés un peu plus tard. Pour les éclaircies, j'utilise la même couleur mais avec une autre référence qui est un peu plus claire en me concentrant sur les centres des panneaux. La technique d'écaillage nécessite d'humidifier légèrement la zone que vous avez souhaité traiter. Il faut absolument éviter de la noyer sinon votre peinture va partir tout seul par gros morceaux. Puis avec une grosse brossette qu'on utilise pour le nettoyage des dents, je viens frotter doucement les surfaces pour retirer de la peinture. Puis quand le résultat me convient, j'arrête la réaction en séchant la zone avec une éponge à maquillage. Je termine la peinture par les détails aux acryliques. Par chance, il existe de nombreux engins survivants et beaucoup de photographies disponibles sur internet pour avoir un référentiel sur les couleurs. Certains modèles sont même encore fonctionnels et on peut voir l'état des moteurs qui nous donne un aperçu des couleurs et aussi du vieillissement. À titre d'info, je suis tombé sur un site de vente aux enchères où un Goliath a été vendu pour plus de 60 000 €. Je me suis également inspiré du montage fait par l'auteur de la maquette. J'ai eu un seul doute sur la couleur des batteries. Je me suis finalement orienté vers le vert allemand qui était un peu la couleur officielle pour tout ce qui est accessoires de soldats, mais également pour les piles et les batteries, avec 2 pointes de couleur métallique pour les barrettes de connexion. Un lavis localisé de couleur noire va rehausser les détails, comme les têtes de rivet, les jonctions entre les plaques de blindage et les quelques creux et reliefs. Je poursuis par les chenilles. J'applique une couleur de base, un gris panzer sombre, en veillant à ne pas déborder sur le reste des détails. Puis j'applique des lavis de couleur acrylique très dilués successivement, en commençant par du light rust, puis quand celle-ci est sec au toucher, j'enchaîne avec une couleur un peu plus foncée du medium rust sur le même principe, et je termine avec une dernière couleur foncée, un dark rust. Pour les dépôts de terre et de poussière, j'utilise un produit de la gamme Nature Effect, Kursk Soil, que j'applique sur les chenilles. La concentration va se faire naturellement dans les parties les plus profondes de la chenille. Je protège ensuite avec du putty de masquage et je fais des projections de 2 tonalités de rouille complémentaires, du light rust et du streaking rust pour apporter de fines nuances supplémentaires. Pensez à bien décharger votre pinceau avant d'attaquer la maquette pour faire des petites projections de produits. Je frotte ensuite les arêtes avec un crayon de couleur gunmetal pour représenter la partie métallique due au frottement du véhicule sur le sol. Et je conclus en déposant quelques pigments de couleur Rebel sur le bas du véhicule pour représenter une légère couche de poussière. On arrive à la fin de ce montage de ce petit véhicule. Vous voyez quand même qu'il y a énormément de travail malgré sa petite taille pour arriver à un résultat satisfaisant. Les procédés qu'on a l'habitude d'utiliser sur nos chars s'appliquent également ici. Il faut juste travailler plus finement pour obtenir un résultat cohérent et bien proportionné. On passe maintenant à la figurine. Comme d'habitude, les pièces en impression 3D nécessitent la plus grande des attentions, notamment pour le dégrappage, comme pour le Goliath. Je commence en découpant à la base des supports, puis je les retire les uns après les autres. Avec une lame de scalpel neuve, j'élimine les bavures, puis je termine avec une éponge abrasive pour effacer les derniers résidus. Après avoir collé la figurine sur un socle, pour pouvoir la manipuler plus facilement, je commence la peinture par un apprêt de couleur noire, puis j'opère des éclaircies avec une couleur blanche par le dessus pour les zones les plus exposées à la lumière. Par habitude, je peins avec les couleurs de chez Vallejo qui sont très bien pigmentées et une palette humide pour les conserver le plus longtemps possible et retarder leur séchage. Alors n'étant pas un habitué des figurines, j'ai fait ma propre expérience en me basant sur de nombreux tutoriaux vus sur internet et j'ai choisi ceux qui me conviennent le mieux par rapport à mon niveau de débutant et mon interprétation personnelle. Je commence par la couleur de base en appliquant 2 à 3 couches diluées pour préserver au maximum les détails. Avec l'expérience, je me rends compte qu'un pinceau de très bonne qualité a toute son importance. Ceux en poil de marque de Kolinsky sont idéaux et permettent de mieux travailler et d'appliquer la peinture. Une astuce que je vous donne, comme il faut régulièrement nettoyer son pinceau, j'aime beaucoup ce petit pot en verre de chez Hobby Boss avec au fond une grille, ce qui permet de le frotter et de décharger tout le reste de peinture. J'utilise ensuite une couleur rouge très diluée comme à la vie pour travailler les ombres. Il suffit de l'appliquer d'une manière générale sur la figurine et de prendre un autre pinceau sec pour retirer les excès. Puis je corrige avec la couleur de base les quelques défauts. Vous voyez déjà un premier résultat avec une couleur en place et des ombres autour des yeux, du nez, des paupières, des rides et au niveau des joues et du menton. Pour les éclaircies,
Je reprends ma couleur de base que j'éclaircis avec une petite teinte chair, puis je me concentre sur les parties en relief, les paupières, le front, le nez, le menton, le dessus de la lèvre, etc. Puis une fois que cette couche est sec, je refais une nouvelle éclaircie en rajoutant un peu plus de couleur chair et je reprends les mêmes volumes mais en déposant moins de peinture. Puis je termine avec les détails comme le fond des yeux, les pupilles, les lèvres en essayant de donner une expression au visage. On peut voir ici le résultat après quelques heures passées sur la tête de la figurine. Je continue par la veste, j'applique par plusieurs couches fines la couleur de base en veillant à ne pas noyer les détails, puis sur le même principe que le visage, j'éclaircis ma couleur et je reprends le centre des zones, les reliefs, toutes ces parties qui sont le plus exposées à la lumière, puis je répète l'opération 2 à 3 fois jusqu'à ce que j'obtienne un résultat satisfaisant en éclaircissant de plus en plus ma teinte de base. Puis je termine en reprenant les coutures, les arêtes vives avec une couleur très claire pour bien faire ressortir les volumes de la veste. Pour le pantalon, la couche de base est appliquée sur le même principe en gardant à l'esprit de ne pas trop faire épaisse pour respecter les détails, puis je l'assombris avec du noir et j'en fais un lavis très dilué pour mettre en valeur tous les creux du pantalon. Les excès d'eau sont retirés avec un pinceau sec. Puis j'éclaircis ma couleur pour reprendre de plus en plus tous les reliefs du pantalon et je répète la technique comme pour la veste en éclaircissant un peu plus à chaque nouvelle étape. Les mêmes procédés s'appliquent sur l'ensemble des équipements, sacs, sacoches, gourdes, fusils sont peints avec les mêmes techniques. Je mets de photographies trouvées sur internet pour le choix des couleurs. Sur la base d'un vernis, je rehausse le niveau des détails et j'accentue certaines ombres avec un lavis localisé de couleur noire. Puis je travaille également avec d'autres produits de type wash pour le vieillissement de la mine et le travail des manches en bois, de la grenade et de la pelle. Je conclue le vieillissement avec quelques pigments sur les bottes et au niveau des genoux. Au final, la figurine a beaucoup de détails très intéressants à mettre en valeur avec une large palette de couleurs. Je regrette une seule chose, c'est les épaulettes au niveau du col et des épaules qui ont été complètement oubliées et j'ai dû les dessiner à main levée. La dernière étape de ce projet, c'est la création de la vignette qui sera composée de 3 parties. Je commence par la zone de pavé en prenant un exemple sur celle de ma cour arrière de ma maison que je reproduis sur une feuille de papier décalque transparent. J'utilise comme support une fine feuille de mousse extrudée que j'ai découpée avec ma machine et j'assemble directement à la colle blanche mes pavés faits par un de mes amis du club de maquettes, les mêmes que j'avais déjà utilisés pour le diorama de l'usine. Je fais les derniers ajustements et je découpe les éléments qui dépassent. J'obtiens aussi un résultat très joli. La disposition des pavés en escalier qui se croisent est très intéressant et le fait de les avoir positionnés en biais apporte un angle de vue différent pour la vignette. Je rajoute une plaque d'égout et son cadre qui est une impression 3D, le même que j'ai utilisé pour le diorama de campagne de France 1940. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés. Je commence la peinture par un après noir sur l'ensemble de la surface. Je pense également à faire sur la tranche pour ne pas qu'on remarque la couleur bleue du support et le blanc des pavés. Je réalise ensuite des éclaircies au pinceau avec un après de couleur blanc. Les pavés étant très petits, j'évite de le faire à l'aérographe pour être le plus précis possible. Pour la couleur du sol, je sélectionne dans mes peintures des teintes de gris allant du plus foncé au plus clair pour apporter une alternance et éviter de faire quelque chose de trop homogène et uniforme. Je l'applique par différentes couches successivement très diluées pour laisser ressortir mon travail de pré-ombrage par transparence. Avec du sable fin, je comble les interstices entre les pavés que je fixe avec du fixateur de pigments. J'ai peint également la plaque d'égout par différents lavis très dilués de couleur rouille sur la base de mon après noir. Je termine avec un produit de la gamme Nature FR Kurzsoy que j'applique avec un pinceau fin entre les pavés pour simuler des dépôts de terre. Puis pour apporter une fine couche de poussière, j'utilise un pigment couleur Rebel que je tapote avec un vieux pinceau. Avec de la colle blanche dédiée pour les produits de végétation, j'y dépose des fines couches de colle et je saupoudre de la mousse dans les joints entre mes pavés pour apporter une touche de verdure et de réalisme à mon sol. J'en dispose un peu plus généreusement au niveau de la plaque d'égout. Je me suis basé sur la cour de mon jardin comme source d'inspiration. Une fois sec, je dépose un lavis vert foncé pour améliorer le rendu de la matière et de la couleur. On arrive ainsi, en quelques étapes, à obtenir un sol constitué de pavés très réalistes avec une palette de couleurs très diverses et variées, parfait pour accueillir notre petit véhicule. Pour apporter de la hauteur à ma vignette, je réalise une colonne composée de briques avec un chapeau en pierre. Je commence par découper un bloc de mousse extrudée avec ma machine thermocote. Pensez dans votre calcul à ôter l'épaisseur qui va apporter la couche de briques pour avoir quelque chose de cohérent et de réaliste. Pour les briques, j'utilise les mêmes que pour les pavés en les collant directement sur le bloc de mousse. Je les dispose de manière décalée et je laisse volontairement des espaces creux pour représenter une colonne vieillie et abîmée par le temps. Pour le chapeau en pierre, je pioche dans ma boîte à rabio des pièces de diorama de chez Mini Art qui sont thermoformées et peuvent être utilisées comme des moules. Je réalise en des étapes pour une pièce fissurée. Je comble mon moule avec du plâtre tout simplement et je laisse sécher une journée avant de retirer.
Une méthode rapide et efficace pour créer des petites pièces très réalistes. La peinture commence par un apprêt de couleur noire, appliqué à l'aérographe, puis j'utilise la même technique que pour mes pavés en faisant du pré-ombrage au pinceau avec une couleur blanche en me focalisant sur le centre des briques. Pour la peinture, j'ai sélectionné plusieurs couleurs de rouille et de rouge acrylique que j'applique par plusieurs couches fines très diluées en veillant à bien alterner les coloris. Puis j'utilise un produit de la gamme Terraform pour faire les joints. Je l'applique directement sorti du pot avec un pinceau gomme et avec une lingette humide à base d'eau, je retire les excès et je nettoie les surfaces. Je représente aussi quelques traces de couleur de pluie avec le produit Redmark. J'applique plusieurs traînées à partir du sommet que j'estompe avec une pince à biais de diluant. Comme pour mon sol, j'applique de la colle blanche entre les joints et plus généreusement sur la base de ma colonne et je saupoudre de mousse verte pour apporter une touche de verdure et de végétation. Je reprends ensuite avec un lavis vert foncé pour améliorer la texture et la couleur du produit. Vous voyez une nouvelle fois qu'en quelques étapes simples et faciles à réaliser, on peut faire quelque chose de très joli et de réaliste avec une large palette de couleurs et de la verdure. Et cette colonne, elle va rentrer en opposition avec le sol qui est de couleur gris et apporter également de la hauteur à ma vignette pour ne pas avoir une scène à plat uniquement. Je termine par le terrain extérieur. J'ai imaginé une scène d'une cour qui donne sur un jardin. Je commence une nouvelle fois par découper un morceau de mousse extrudée à la bonne dimension qui va me servir de base. J'applique ensuite une boue très foncée dédiée pour les dioramas avec un stylo éponge en tapotant la surface pour avoir une couche uniforme du produit. Ensuite, avec de la colle blanche très diluée, je l'applique sur l'ensemble de la surface et je saupoudre de la terre de mon jardin. J'utilise différentes granulosités pour apporter une alternance avec l'ajout de petits cailloux qui sont cohérents avec mon échelle. Pour le flocage, j'utilise mon dresseur d'herbe statique en utilisant deux hauteurs différentes pour apporter une alternance et je choisis aussi de laisser quelques zones à nu pour ne pas avoir une surface trop uniforme. Pour la peinture, je commence par un apprêt de couleur noire qui va me servir de base pour les ombres. Puis je reprends les zones les moins clairsemées d'herbe où la terre apparaît avec une couleur brun foncé, que j'éclaircis ensuite avec une teinte un peu plus claire pour apporter du contraste. Pour l'herbe, j'utilise une couleur vert foncé, en veillant à ne pas déborder sur ma peinture précédente, puis j'applique une éclaircie de manière zénithale sur les sommets avec un vert un peu plus clair. Les cailloux sont repris au pinceau avec différents coloris de gris, choisis pour bien contraster avec le sol pour qu'ils puissent bien se distinguer. J'effectue ensuite quelques lavis avec des produits de la gamme Nature Effect pour renforcer l'aspect du sol. L'ensemble du décor est définitivement installé sur le socle en bois. J'ai choisi de disposer le véhicule en l'inclinant légèrement pour ne pas qu'il soit aligné contre le bord du terrain, et j'ai orienté la figurine avec le regard du personnage dans le sens de la diagonale. Je rajoute quelques accessoires, un jerrycan, une caisse à munitions et des mines supplémentaires qui sont peints et vieillis avec les mêmes méthodes que j'ai utilisées pour le Goliath. Le but est d'éviter d'avoir une zone de vide et de pouvoir apprécier la vignette sur n'importe quel angle. Je termine aussi en rajoutant des fleurs pour compléter ma végétation. J'utilise un mixte de chez Armo qui propose différentes sortes. Je les peins aux acryliques et je les reprends aux huiles directement sur les supports avant de les installer en les collant avec de la cyano. Je rajoute ainsi quelques fleurs, des mauvaises herbes et des herbes hautes pour apporter une touche de réalisme supplémentaire à mon terrain couvert d'herbes. Pour terminer, je réalise une petite plaque pour donner un titre à cette petite vignette. Par habitude, je vais dans les magasins de papeterie ou de fourniture du bureau qui proposent un service de gravure de plaques signalétiques pour les boîtes aux lettres et les commerçants. C'est très pratique, j'ai toujours une préférence de voir sur place avec mes contraintes de dimension et mon texte. C'est pratique de voir les modèles de plaques disponibles et de réaliser par le vendeur un aperçu avant impression. Ça m'évite de commander par internet et de payer des frais de port. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce petit projet que j'ai commencé pendant mes vacances. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser et m'améliorer en figurine qui reste pour moi ma bête noire. Le pionnier de chez Redoc, accompagné du Goliath de chez Heavy Model, avec toutes ses trappes ouvertes pour admirer l'intérieur, nous donne une scène originale avec un décor où j'ai diversifié la palette de couleurs et les environnements entre un sol pavé et un terrain d'herbe. Un exercice que je referai avec grand plaisir dès que j'aurai une belle idée en tête. Merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. On a dépassé le cap des 1300 abonnés et ça me fait très plaisir. Merci pour votre soutien, vos encouragements et les échanges. Ça me motive à continuer l'aventure. On va bien sûr se retrouver avec la fin de la seconde partie du projet Devoir de mémoire et de maquettisme sur la bataille de Normandie avec mon SDKFZ7 version 2. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien. L'été arrive à grands pas avec son beau temps et les vacances estivales. À bientôt dans l'atelier. Ciao tout le monde.